Puis il reprit, j'ai fou tout au monde pour accorder tous les partis. J'ai vu et réunis dans le même appartement, fait manger aux mêmes tables, boire dans les mêmes coupes. Votre union a été l'objet constant de mes soins. J'ai le droit d'exiger qu'on me seconde. Depuis que je suis à la tête du gouvernement, m'a-t-on jamais entendu demander ce qu'on était, ce qu'on avait été, ce qu'on avait dit, fait, écrit, qu'on m'imite? On ne m'a jamais connu qu'une question un peu unique. Voulez-vous être bon français avec moi? Et sur l'affirmative, j'ai poussé chacun dans une défilée de granit, sans issue à droite ou à gauche, obligé de marcher vers l'autre extrémité où je montrais de la main l'honneur, la gloire, la splendeur de la patrie. La mécuriade fut si vive que celui à qui elle s'adressait, homme d'honneur, et de grande délicatesse d'ailleurs, se crut obligé de demander une audience le lendemain, voulant remettre sa démission. Cette audience lui fut accordée et l'empereur, apercevant, lui dit, mon cher, vous venez pour la conversation d'hier. Elle vous a affligé, et moi aussi, mais c'est un avertissement que j'ai voulu donner à beaucoup. Si produit quelque bien, ce doit être notre consolation à tous deux, qu'il n'en soit plus question. Est-il par là d'autre chose? C'est ainsi que souvent l'empereur attaquait tout en masse sur des simples individus, et il le faisait avec un grand éclat peu qu'on demeura frappé davantage. Mais ces colères publiques dont on a fait tant de bruit n'étaient que feintes et factices. L'empereur disait qu'il avait prévenu par là bien des fautes et s'était épargné beaucoup de châtiments. Un jour, dans une de ses grandes audiences, il attaqua un colonel avec la plus grande chaleur, tout à fait avec l'accent de la colère sur des légers désordres commis par son régiment vers les habitants du pays qu'il venait de traverser en rentrant en France. Et comme le colonel, pensant la punition fort au-dessus de la faute commise, cherchait à se disculper et y revenait souvent. L'empereur lui disait à voix basse, sans discontinuer la mercuriale publique, c'est bien, mais taisez-vous. Je vous crois, mais demeurez tranquille. Et plus tard, en le revoyant seul, il lui dit, c'est que je vous ai en vous des généraux qui vous enterreront et qui, si je me fusse adressé directement à eux, se seraient trouvés mériter la dernière dégradation, peut-être davantage. Mais si l'empereur attaquait de la sorte en public, il lui arrivait parfois aussi de se voir attaquer à son tour. J'ai été témoin de plusieurs exemples. Un jour à Saint-Cloud, à la grande audience tout dimanche, et précisément à mon côté où sous-préfet ou autre fonctionnaire purent monter, l'air égaré tout hors de lui, interpellé de la voix la plus élevée, lui demandant justice sur sa destitution, sinon qu'il avait été faussement accusé, condamné. Allez trouver mes ministres, lui répondit l'empereur. Non, monsieur, c'est pas vous que je veux être jugé. Je ne le serai. Je n'en ai point le temps. J'ai à m'occuper de toute l'empire et mes ministres sont institués pour s'occuper des individus. Mais ils me condamneront toujours. Et pourquoi? Parce que tout le monde m'en veut. Et pourquoi encore? Parce que je vous aime. Il suffit qu'on vous soit attaché pour qu'on devienne un heureux à tout le monde. Ce que vous dites là est bien fort, monsieur, dit l'empereur avec calme. Je me crois que vous vous trompez. Et il passa tranquillement au voisin, tandis que nous en demeurions déconcertés et en avions rugi d'embarras.
Une autre fois, à une parade, un jeune officier aussi tout hors de lui sur terrain veut se plaindre qu'il est maltraité, dégradé, qu'on a été injuste à son égard, qu'on lui a fait approuver des passe-droits et qu'il y a 5 ans qu'il est lieutenant sans pouvoir obtenir d'avancement. Calmez-vous, lui dit l'empereur. Moi, je l'ai bien été 7 ans. Et vous voyez qu'après tout, cela ne m'empêche pas de faire ce chemin. Tout le monde de rire et le jeune officier subitement refroidi, taillé reprendre son rang. En tout, rien n'était plus commun que de voir les individus s'attaquer à l'empereur et lui tenir tête. Je l'ai vu maintes fois dans des vives et chaudes réclamations de pouvoir obtenir la dernière parole et prendre le parti décidé en passant à d'autres personnes ou en changeant de sujet. Les actes de l'empereur, quelque passionnés qu'ils paraissent, étaient toujours accompagnés de calculs. Quand un de mes ministres disait-il que notre grand personnage avait fait une photographe, qu'il y avait vraiment lieu à se fâcher, que je devais vraiment me mettre en colère, être furieux. Alors, j'avais toujours le soin de mettre un tir à cette scène. J'avais pour règle que quand je me décidais à frapper, les coups devaient porter sur beaucoup. Celui qui le recevait de mon volet, ni plus ni moins, et celui qui en était le témoin, dont il eût fallu voir la figure de l'embarras et discrètement transmettre au loin ce qu'il avait vu et entendu. Une terreur salutaire circulait de veine en veine dans le cœur social. Les choses ont marché au mieux, j'ai finissé moi. J'ai reculé infiniment et sans avoir fait beaucoup de mal. L'empereur sortit à cheval sur les 8 heures. Il y avait bien longtemps qu'ils s'en étaient abstenus. En remontant la vallée du jardin de la campagne, il est entré chez un adjudant du camp, dont la femme est catholique. Il y est demeuré quelques instants et y a été fort gai. De là, nous nous sommes dirigés vers la demeure de Madame Bertrand, où l'empereur est descendu et demeuré fort longtemps. Il y baignait énergétiquement et avec beaucoup d'esprit. Les rapports du gouverneur avec nous, ses yeux subalternes, son peu de garde, le rétréci de sa police, le réduit de sa gestion, son ignorance des affaires et des manières. Nous avions, disait-il, à nous plaindre sans doute de l'admiral, mais au moins était-il anglais, au lieu que celui-ci n'était qu'un mauvais sbire d'Italie. Nous n'avons pas les mêmes mœurs, disait-il. Nous ne saurions nous entendre. Nos sentiments ne parlons pas le même langage. Il ne se doute pas des monceaux de diamants. Nous saurions effacer l'arrestation qu'il est venu faire d'un des noms domestiques presque mes yeux. Depuis ce jour-là, il a répandu la valeur sur toute ma maison. Au retour, nous avons déjeuné dans le jardin. Le soir, durant la double tour de calèche, le temps s'effaçait à tracer les bougies de Saint-Louis qui à Paris aurait 150 000 livres de rente. L'écurie, disait l'empereur, devait y entrer pour une 6e, la table pour un quart. J'ai déjà dit qu'il aimait ces calculs, qui prenait toujours quelque chose de neuf et de piquant dans sa bouche. La conversation conduit à des détails plus curieux sur la liste civile et les dépenses de la maison de l'empereur. Voici ce que j'en ai recueilli.
La table était d'1 million, et pourtant le dîner de la personne de l'empereur n'était dans ce compte que plus 100 francs par jour. Mais on a pu arriver à le faire. Manger chaud parce qu'une fois au travail, on ne savait jamais quand il quitterait. Aussi, l'heure du dîner venue, on mettait pour lui des poulets à la broche de demi-heure en demi-heure. Et là, on a ouverture de 12 heures avant d'étendre. C'est à lui que Louis a été présenté. La conversation est passée de là aux avantages d'une bonne compatibilité. L'empereur c'était surtout sur ce point Monsieur de Molière et la Bouillerie. La première avait ramené le trésor public à une simple maison de banque, si bien que l'empereur, dans une salle tout petite cahier, avait, disait-il, constamment sous les yeux l'état complet de ses affaires, sa recette, ses dépenses, ses arrières, ses reçus. L'empereur disait avoir eu dans ses caves aux Tuileries jusqu'à 400 millions en or qui étaient tellement à lui qu'il n'en existait d'autres traces qu'un petit livret dans les mains de son trésorier particulier. Tout s'est fondu à mes yeux et surtout lors des revers dans les dépenses de l'État. Comment aurait-il pu, disait-il, songer à s'en réserver rien? Il s'était identifié tout à fait avec la nation. Il disait encore avoir fait entrer en France plus de 2 milliards de numéraires, sans compter tout ce que les individus pouvaient en avoir reporté pour leur propre compte. L'empereur disait avoir été vivement sensible à ce qu'en 1814, M. de la Bouillerie, se trouvant à Orléans avec des dizaines de millions à Louis-Napoléon, sa propriété personnelle, les eut portés à Monsieur le Comte d'Artois à Paris au lieu de les conduire à Fontainebleau, comme cela était de son devoir et de sa conscience. La Bouillerie, pourtant, n'était pas un méchant homme, disait l'empereur. Je l'avais aimé et estimé. Aurait-il de 1815, il sollicita vivement d'être ami près de moi et de pouvoir se justifier. Il aurait prouvé sans doute que c'était la faute de son ignorance et non de son cœur. Il me connaissait bien. Il savait que s'il arrivait jusqu'à moi, il en serait quitte peu quelques paroles de colère. Mais je me connaissais aussi. J'étais résolue de ne pas les reprendre. Je refusais de les voir. C'était le seul moyen que j'avais en cette occasion de résister à Louis et à plusieurs autres. Toutefois, Estève, son prédécesseur, n'en eut pas fait autant. Il m'était chaudement attaché. Il me conduit mon trésor par force à Fontainebleau. S'il ne l'eût pu, il l'eût en terre jeté dans la rivière, distribué plutôt que de le livrer. L'empereur, après un bain de 3 heures, est sorti vers les 5 heures pour promener dans le jardin. Il était fort triste, silencieux, avec l'air souffrant. Nous sommes montés en calèche et peu à peu il a repris et était devenu plus causant. Aurait-il, il a promené encore quelque temps pour faire la guerre à l'une de ces dames qui étaient avec nous. Il s'est amusé à déclamer contre les femmes. Nous n'y entendions rien, nous autres peuples de l'Occident, disait-il, et un clignotement des côtés nous prévenait de sa malice. Nous avions toutes quitté en traitant les femmes trop bien. Nous les avions portées à grande heure, presque à l'égal de nous. Les peuples de l'Orient avaient bien plus d'esprit et de justesse. Ils avaient déclaré la véritable propriété de l'homme. Et en effet, la nature les avait faites nos esclaves. Ce
n'est pas que par nos travers d'esprit qu'elles osent prétendre à être nos souveraines, elles abusent de quelques avantages pour nous séduire et nous gouverner. Pour une qui nous inspirait quelque chose de bien, il en était sans que nous faisions faire des sottises. Et continuons d'applaudir aux Maximus de Lorient. Il prouvait fort la polygamie. La prétendait dans la nature était très adroite et très féconde à la prouver. La femme, disait-il, est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants. Or, une femme unique ne pourrait suffire à l'homme pour cet objet. Elle ne peut être sa femme quand elle est grosse. Elle ne peut être sa femme quand elle nourrit. Elle ne peut être sa femme quand elle est malade. Elle cesse d'être sa femme quand elle ne peut plus lui donner d'enfants. L'homme que la nature n'arrête ni par l'âge ni par aucun de ses inconvénients doit donc avoir plusieurs femmes. Et du quoi vous plaindriez? Vous après tout, mesdames, continua-t-il en souriant de côté. Ne vous avons-nous pas reconnu une âme? Vous savez qu'il est des philosophes qui ont balancé. Vous prétendriez à l'égalité, mais c'est folie, la femme est notre propriété. Nous ne sommes pas la sienne, car elle nous donne des enfants et l'homme ne lui en donne pas. Elle est donc sa propriété, comme l'arbre à fruits et celle du jardinier. Si l'homme fait à une infidélité à sa femme, qui lui en fasse le vœu sans réponse, il n'en demeure plus de traces. La femme sauvage pardonne ou se recommande, et encore y gagne-t-elle parfois. Il ne saurait en être ainsi de l'infidélité de la femme. Elle aurait beau l'avouer sans repentir, qui garantit qu'il n'en demeurera rien. Le mal est irréparable aussi, ne doit-elle, ne peut-elle jamais en convenir. Il n'y a donc, mesdames, et vous devez inconvenir que le manque de jugement, des idées communes et le défaut d'éducation qui puisse porter une femme à se croire en toute l'égard de son mari. Il n'y a du reste rien de déshonorant dans la différence. Chacun a ses propriétés et ses obligations. Vos propriétés, mesdames, sont la beauté, les grâces, la séduction, vos obligations, la dépendance et la soumission. Après le dîner, l'empereur a envoyé mon fils chercher le mémoire du chevalier de Gramont et un volume des théâtres de Voltaire. S'écriant, disait-il, la tâche d'atteindre 11 heures. Il a lu assez longtemps du premier ouvrage, observant combien peu de choses peut amuser quand on y répond du véritable esprit. Quant à Voltaire, il a parcouru Mahomet, Sémiramis et autres. En faisant ressortir le légiste et concluant quand les coutumes que Voltaire n'a connu ni les choses, ni les hommes, ni les grands passions.